Le segment du bio sera-t-il la première victime de la hausse des prix des produits alimentaires? On en parle avec un poids lourd du secteur ce matin. Bonjour Christophe Barnoin. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le président d'Ecotone, leader européen de l'alimentation bio et végétale. C'est une vingtaine de marques très connues. J'en cite quelques-unes. Bjorg, Bonne Terre, Alter Eco. Un foyer sur deux a des produits de ces marques chez lui. Ecotone, c'est aussi la première grande entreprise agroalimentaire européenne, je le signale, à avoir décroché le label Bicorp, qui est un peu le Graal de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Alors après des années de forte croissance, Christophe Barnoin, les ventes de produits bio, depuis 2 ans maintenant, c'est quand même, ça s'installe comme une tendance lourde. Depuis 2 ans, les ventes de produits bio fléchissent. Mais alors comment vous l'expliquez, vous ? Alors, les ventes de produits bio fléchissent depuis 1 an, et pas depuis 2 ans, puisqu'en fait, on a eu une surconsommation l'année dernière de produits biologiques à l'occasion du confinement, et notamment la restauration était fermée une partie de l'année, donc effectivement, aujourd'hui, on se compare à un historique, effectivement, donc on est en léger retrait. Par contre... Après plusieurs années de croissance à 2 chiffres. Après, en fait, un marché qui a continué à doubler tous les 5 ans, 9 foyers français sur 10 qui consomment des produits bio, dont 75% une fois par mois. Donc ça reste un marché extrêmement porteur, et c'est effectivement le seul marché aujourd'hui qui vous propose une alimentation sans pesticides. Donc là, vous dites, c'est très ponctuel le phénomène. Il y a cette montée des prix alimentaires assez sensible en rayon. Des rayons, on prend plus 15% par exemple sur les produits frais. Et évidemment, les produits bio qui sont traditionnellement les plus chers sont les premiers touchés. C'est ça la mécanique ? Alors, ils sont touchés, à mon avis, proportionnellement aux autres. C'est-à-dire que, très concrètement, nous, on a observé des hausses de prix entre 3 et 5%. On a à cœur de continuer à rémunérer correctement, évidemment, les agriculteurs. Et on a eu des discussions avec la distribution pour passer ces hausses. Donc, vous voyez, c'est une hausse qui correspond à la moyenne de l'inflation qui est constatée actuellement. Ouais. Pourtant, il y a certains postes, on va dire, dans la conception de ces produits qui, peut-être, sur les produits bio, sont moins touchés que d'autres. Parce que dans l'alimentation bio, en théorie, il y a moins d'emballage. On sait que ça fait partie, c'est un poste de dépenses importante pour les industriels. Le carton, je crois que c'est plus 70% ces derniers temps. Ce sont aussi des productions de proximité qui viennent souvent de moins loin. Donc, est-ce qu'il y a une résistance malgré tout à l'inflation de l'alimentation bio, Christophe ? Il y a une résistance, par exemple, telle que nous on la pratique, c'est-à-dire on va avoir des contrats de très longue durée avec des producteurs, ce qui garantit qu'on paye le juste prix et qui n'est pas lié à une inflation par des traders, voilà, de ce genre de produits. Ouais. Alors, malgré tout, et la question se pose, et je sais qu'entre professionnels, vous la posez, vous vous dites peut-être effectivement ce fléchissement des ventes, il y a une question de prix, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément de perte de confiance des consommateurs sur la qualité des produits ? J'en veux pour preuve, par exemple, cette enquête de la répression des fraudes récentes qui disait, on voit que la majorité des produits, y compris bio, sont touchés quand même par des contaminations de pesticides, etc., qui ne sont pas de votre fait. Souvent, c'est la répercussion du voisinage avec des cultures conventionnelles. En fait, je dirais c'est tout le travail que fait chacun des industriels et des transformateurs. Nous, notre travail, quand on fait sur Bjorg, on a des contrôles internes qui n'ont rien à voir avec le label bio, qui sont ceux qu'on va mettre chez nous, et on a à cœur de garantir un produit dans lequel les gens ont confiance. Et cette confiance, nous, on l'a toujours aujourd'hui. Oui, vous l'avez toujours, mais vous dites quand même, il y a pléthore aujourd'hui de labels qui sont plus ou moins authentiques, plus ou moins garantis. Et ça, malgré tout, ça nuit quand même à l'image de l'alimentation bio. Alors, aujourd'hui, il y a une multiplication des labels, parce qu'en fait, ce que voit l'alimentation conventionnelle, c'est qu'ils se sont fait grignoter des parts de marché par les produits biologiques. Donc ils essaient de redonner un petit peu, le greenwashing tourne à plein régime, mais le seul label que les consommateurs français comprennent, et le seul label qui vous garantit une agriculture et des produits sans pesticides, à l'entrée comme à la sortie, c'est le label bio. Et les Français sont toujours en confiance pour ce label. Voilà, donc s'il n'y a pas écrit bio, c'est pas bio. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ça, c'est une certitude. Oui. Ouais, bon. Vous êtes membre et aussi Ecotone de l'association La Maison de la Bio, qui réunit tous les acteurs importants de l'alimentation biologique et végétarienne. D'ailleurs, c'est parce que vous dites la bio, c'est souvent un gage d'engagement plus important. Vous avez signé une tribune début mars dans le journal Le Monde, dans laquelle vous proposez la création d'un marché de quotas pour les pesticides chimiques, à l'instar de ce qui se fait pour les émissions
de CO2. Alors expliquez-nous cette proposition et en quoi elle est importante pour vous. Alors en fait, on est avec le marché bio s'est structuré autour de la maison de la bio qui regroupe différentes initiatives et on est parti à la rencontre en fait des candidats en leur faisant des propositions, en leur montrant l'impact de ce qui se passait. Une des propositions clés, c'est la création d'un marché des pesticides comme il existe un marché du carbone, avec un principe simple, pollueur-payeur. C'est-à-dire que tout le monde ne devrait pas avoir à souffrir des problèmes et des coûts liés au nettoyage des sols liés aux pesticides, par exemple. Donc on est parti voir les uns et les autres en leur disant proposons de créer un marché des pesticides comme il existe aujourd'hui un marché du carbone. Mais alors, mais très concrètement, en quoi ça vous nuit, vous, l'usage de pesticides par l'agriculture conventionnelle? Sachant qu'il y a aussi des pesticides dans l'agriculture bio, hein, je le dis. Hein. Oui, les pesticides naturels, les éléments naturels, oui, absolument. Il n'y a pas d'intrants chimiques, je vous rappelle. Mais en quoi ça vous impacte? Pourquoi ce marché? Quelle est la mécanique derrière l'idée que vous portez de ce La mécanique, c'est une sensibilisation. Et aujourd'hui, le fait d'utiliser des produits chimiques dans l'alimentation entraîne des coûts pour la société, des coûts pour le gouvernement et les autorités. Ces coûts sont portés par tous aujourd'hui. La proposition, c'est grâce à cette sensibilisation, même que le carbone, les pollueurs sont les payeurs. Donc, si moi, je suis en conventionnel, que j'emploie des pesticides, il y a cette idée que je dois payer une sorte de taxe pour les externalités que ça génère pour la société. Mais alors vous, quel est l'intérêt pour vous de ça? Alors, l'intérêt pour nous, ça ne changera rien aujourd'hui. Mais en fait, c'est plutôt au sein d'une filière, on ne pense pas qu'à notre intérêt qui est personnel. Ça permettra également que reviennent aux agriculteurs biologiques une partie d'aide qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Vous espérez capter une partie de cette taxe que paieraient les usagers des pesticides? Un des éléments clés qu'on défend avec la maison de la bio, c'est que aujourd'hui, vous avez 9% des surfaces agricoles qui sont bio en France, mais vous n'avez que 2% des aides de la PAC qui vont à la bio. Donc on dit, voilà une façon de revenir à une plus juste répartition des aides. Alors, économiquement, c'est quand même inflationniste, cette mesure, parce que s'il y a cette idée que l'agriculture conventionnelle doit payer une taxe supplémentaire, elle la répercutera à un moment ou l'autre sur le consommateur. Si vous récupérez un peu du produit de cette taxe, l'idée c'est de rapprocher les prix entre conventionnel et bio. Aujourd'hui, nous, dans toute la filière, à commencer par la filière agricole, on a des surcoûts à la production bio, puisque c'est une agriculture extensive. Il y a moins de rendement, évidemment. Donc aujourd'hui, on a, si vous voulez, une concurrence qui est quasi déloyale. Et en plus, on a encore une fois une proportion des aides qui ne correspond pas aux surfaces agricoles. Donc voilà, ça permettrait de corriger un peu ce facteur-là. Mais quand on voit la situation internationale aujourd'hui, Christophe Barnoin, quand on voit qu'il n'y a plus de blé russe, plus de blé ukrainien sur les marchés internationaux, qu'on entend l'Union européenne dire, bah oui, mais peut-être que l'Europe devra prendre sa part, produire plus pour nourrir la planète. Ça, tendanciellement, c'est pas bon pour l'agriculture bio qui, comme vous le disiez à l'instant, est extensive, moins productive. Non, parce qu'en fait, vous avez notamment le programme Farm to Fork qui a été promu par l'Union européenne, qui vise à avoir plus d'alternatives végétales, de proposer plus de bio. Vous y mettez pas de guillemets à ce programme Farm to Fork, là? Non, on attend de voir qu'il soit déployé, et nous, on sera des supporters de ce programme-là. Et vous pensez qu'il va tenir dans le temps? Compte tenu du contexte international. Parce qu'en fait, on n'a pas un problème aujourd'hui de quantité, on a un problème de disponibilité à court terme. Merci Christophe Barnoin. Merci. Je rappelle que vous êtes le président d'Ecotone. Vous étiez l'invité Éco d'Europe Matin. Merci à vous. Bonne journée. 6h50.